Nous étions sur l'Algérie, on évoquait donc cette mobilisation anti-régime qui se poursuit pour la 58e semaine du Irak. Alors Moïse Yonfam, vous pensez qu'il était important de donner le temps au nouveau président de faire ses marques? Oui, pour moi c'est important qu'on leur donne le temps. Et vous voyez un peu la duplicité, si on peut le dire ainsi, qu'il joue aujourd'hui. Il se tourne un peu vers l'opinion internationale pour chercher à régler la crise libyenne, qui est une crise qui embête tout le monde aujourd'hui. Et donc, à un moment donné, vous verrez que le régime sera lui-même apprécié s'il arrive à avoir quelques résultats déjà au niveau de la Libye. Et quand c'est comme ça, vous n'avez plus alors, vous qui vous révoltez au niveau interne, vous n'avez plus la possibilité d'avoir des oreilles attentives. Parce qu'on se dit, mais ce monsieur-là, il vient d'arriver. C'est vrai que vous le contestez, mais au niveau de la géopolitique internationale, il est en train de jouer un rôle. Nous voulons le voir aller un peu plus loin. Voilà quoi. De toute façon, mais sans faire clos, au niveau de l'Algérie, on ne peut pas dire que les choses sont comme avant. Il y a eu du changement. Il y a eu du changement, la liberté d'expression, la liberté de réunion et surtout, en dehors de la crise de l'Algérie, la crise malienne, elle aussi. L'Algérie fait face à cette crise. Elle a eu des contacts avec certains leaders et je sais que d'ici 3 ou 4 mois, le dialogue entre les manifestants et le pouvoir est possible pour une sortie de crise définitive. Est-ce que peut-être oublie aussi les manifestants du Irak, c'est que, comme ils l'ont dit, l'Algérie, il y a la Libye qui est là, il y a le Mali qui est là, donc l'Algérie se retrouve dans une zone géographique où on ne peut pas se permettre n'importe quel bouleversement politique. Oui, c'est vrai que tel que tu l'as présenté, la situation, elle n'est pas totalement stabilisée. Mais je crois fondamentalement que l'Algérie étant une puissance régionale, c'est vrai, met son nez dans la crise, dans la gestion des djihadistes qui occupent souvent le Sahel, tout le Sahel, partant du Tchad, Cameroun, le Mali, le Niger. Il y a la Gali et autres. L'Algérie est le métronome qui puisse jouer. L'Algérie essaie de jouer une certaine neutralité dans la région pour pouvoir mettre son nez dans les dialogues, dans les négociations, tant que ce soit en Libye, que ce soit au Mali et autres. Mais je sais que la situation telle qu'elle se présente, le nouveau président élu voudra bien changer la situation, satisfaire un tant soit peu les revendications des manifestants, mais tout en gardant en l'esprit qu'avec stratégie, on ne peut pas aller tout de suite donner cachet blanc aux manifestants. En le faisant, c'est une capitulation. Donc, faisant partie d'une corps d'armée ou d'un corps d'armée qui est si puissante, il faut aller avec un crescendo pour pouvoir, d'abord on commence par libérer les gens, pas de moins de 3 000, 4 000. En semaine dernière, il y a eu 9 700 libérations. C'est vrai qu'il y a une situation qui s'est produite qui a failli affaiblir ou fragiliser le régime. C'est la mort de Gaël Salah. C'est lui-même qui a tout façonné en termes de rigidité. Heureusement, ou malheureusement, il s'en est allé. On ne sait pas les conséquences immédiates ou tout ça. Et ensuite, les Algériens, ça me renvoie dans les années 90, avec les 12 égorgés, les 20 égorgés, les terrorismes de favelas qui s'organisaient avec le Front islamique du Salut, comment on l'appelle, Ali Belhadji et Abdassim Madani et autres. Donc, si on remonte à cette histoire, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont cassés dans la révolution. Des leaders ont été emprisonnés actuellement. Et peut-être la peur du nouveau président, c'est de passer à la libération de ces gens-là et d'ouvrir la boîte de Pandore. Parce que quand tu prends un politique qui le met en prison, un révolutionnaire, tu le mets en prison, tu le sors, tu le galvanises dans plus. Donc le mieux, c'est de le garder au nouf, au nouf, et savoir le brandir à tout moment pour pouvoir compenser au cours des négociations. Et je souhaiterais même qu'ils aillent sur le terrain réel de la négociation, comme ça s'est passé au Soudan. Je le disais à l'instant que pour le cas du Soudan, le Soudan est en train de sortir de la crise. Je n'ai pas dit que le Soudan est sorti de la crise. Parce que c'est un processus. Et je ne vois pas un Soudan retourné à la case départ. Mais les Américains ont mis le paquet. Il y a une preuve juste tangible. C'est le pacte qui est en train d'être scellé entre Israël et le Soudan. Ce qui,
Même si on sort un sou de sa chambre, il ne peut jamais imaginer ça. Oui, mais est-ce que le Soudan est plus sorti de la crise que l'Algérie? L'Algérie a eu des élections. Les institutions semblent fonctionner comparativement au Soudan où on est en transition et on ne sait pas, hein, parce que les militaires ont leur période, les civils auront la leur. On ne sait pas ce qui va se jouer dans l'avenir. Oui, c'est vrai qu'il y a posé une inquiétude par rapport à la configuration même des équipes de gestion du Soudan actuellement. Il y a une équipe civile et une équipe militaire. Mais au demeurant, j'estime que le cas soudanais est plus envieux en matière démocratique et des valeurs des droits de l'homme que le cas algérien. Parce que quand on prend le cas soudanais, c'est une feuille de route qui rentre directement dans un état libéral, dans un état de droit et dans un état démocratique. Contrairement à l'Algérie où un système est là, l'armée est là, où les généraux sont toujours là, et on ne sait même pas sur quel tunnel on va déboucher. Je pense que Moïse Diofamani n'est pas d'accord avec cette lecture. Non, pas que je ne suis pas d'accord. Je le trouve assez optimiste par rapport au cas soudanais. Je voudrais bien être aussi optimiste, mais j'ai toujours l'impression que les militaires soudanais sont malins et qu'ils sont juste en train de jouer un peu à la montre. Ils font un peu semblant, d'accord, en attendant de pouvoir mieux se réorganiser. Mais ce n'est pas notre souhait que ce soit ainsi. Notre souhait, effectivement, c'est que les choses s'améliorent. Et moi, je continue par espérer que l'Algérie également va s'en sortir si chacun essaie de faire un pas vers l'avant, de telle sorte qu'on puisse s'asseoir et accepter qu'il y a déjà des avancées en termes de libération de prisonniers, de certaines choses, un peu plus de liberté d'opinion et d'expression. Je crois que si on arrive à consolider tout cela, l'Algérie va s'en sortir. Le problème aussi de l'Algérie, c'est que le Irak n'a pas de visage. Oui, c'est vrai. Comment on discute dans ces cas-là, Messa Fioclo? Oui, c'est pourquoi ils ont désigné eux-mêmes 6 personnes pour conduire les négociations. Mais à la dernière minute, il y a eu un quiproquo qui a fait que ça a capoté. Ce qui veut dire qu'il y a des manifestations, mais ceux qui sont à la tête ne s'entendent pas pour un dialogue. Ils pensent avoir réussi tout en restant toujours dans la rue. Or, il faut un temps pour toutes choses. L'Algérie est un régime militaire. Je vous ai dit ici, entre-temps, que quelle que soit l'issue des élections, le système ne changera pas. Et nous sommes devant le fait accompli. C'est ça qui va se passer. Ce que Ambroise a dit concernant le Soudan. Les États-Unis sont intervenus là-bas. Israël aussi est intervenu là-bas parce que le Soudan servait de base, de relais pour l'Iran et pour l'envoi des armes à Gaza et pour le Hezbollah au Liban. Avec ce nouvel accord, Israël, États-Unis et les chefs militaires, on a bloqué ce processus d'échange d'armes. Ce qui veut dire que les États-Unis mettront les moyens, les Israéliens aussi mettront les moyens pour que cet accord soit profitable et préservé. À condition. On est sur le même schéma, c'est normal, mais à condition qu'il n'y ait pas de contrebande de couloir en matière de fourniture d'armes à d'autres rebelles. Parce que là, les autorités actuelles sont en train de discuter avec tous les groupes de rebelles, mais qu'il n'y ait pas de groupe de rebelles têtus qui puissent encore s'ouvrir par des voies non autorisées au Qatar, comme c'est les mêmes pays d'habitude, l'Iran et autres, pour leur haine contre Israël, de pouvoir encore continuer à déstabiliser. Beaucoup de groupes rebelles ont vu leur chef au Youf, sont arrêtés et les discussions sont en cours. Au Soudan, on ne veut plus entendre parler de groupes rebelles. Notre second sujet, nous parlons maintenant de ce sommet de l'Union africaine qui est consacré donc au conflit sur le continent. Le sommet ouvert dimanche à Addis Abeba en Éthiopie sur le constat amer de la multiplication des conflits en Afrique, ainsi que l'ambition affichée de l'organisation de peser de plus dans la résolution de ces conflits après plusieurs sommets lors desquels les réformes de l'UA, notamment son financement et la mise en place de mesures telles que la ZLEC ont été au devant de la scène. Les débats se sont consacrés au cours de ce dernier sommet sur les crises que traverse le continent. En témoigne le thème même du sommet, faire taire les armes, évoquant le terrorisme, les conflits intercommunautaires et les crises pré- et post-électorales. Moussa Faki Mahama,
a rappelé la variété des problèmes auxquels l'Afrique doit faire face. Moïse, l'Afrique, c'est le continent à conflit. La Libye, le Soudan du Sud, la Centrafrique, la RD Congo, le Mali, le Burkina. On finirait cette émission qu'on n'aurait pas fini de faire la liste des conflits. Il y a une démission de l'UIA. Démission de l'UIA, non, je ne le dirais pas en ce sens. Je dirais plutôt une certaine incapacité de l'UIA à réagir parce que justement, au sein de l'UIA, il y a des chefs d'État qui, d'une manière ou d'une autre, participent eux-mêmes donc, à ces conflits-là. Soit parce qu'ils sont passifs ou complaisants, soit parce qu'ils ont eux-mêmes des intérêts partisans qu'ils veulent préserver et qui donc exposent leur peuple à ces situations-là. Bien entendu, les engagements lors du sommet, pour moi, restent des vœux pieux. Des vœux pieux, non pas parce que je n'aspire pas ou que je ne crois pas qu'on puisse arriver à cette paix-là qu'on veut, mais parce qu'il y a des indices aujourd'hui dans la gouvernance de chaque jour de nos pays africains qui montrent que tant qu'on ne va pas s'occuper de la pauvreté endémique dans nos milieux respectifs, eh bien, on ne pourra pas aspirer à cette paix, à cet arrêt des conflits-là. Alors, pour que les âmes se taisent, ce n'est pas seulement faire un blocus pour que les âmes n'entrent pas. Il y a beaucoup d'âmes qui sont déjà rentrées. Pour que les âmes se taisent, ce n'est pas seulement organiser de manière cyclique des élections, mais c'est vraiment se pencher sur la situation sanitaire, la situation alimentaire, la scolarité au niveau de l'Afrique. Parce que plus nous serons instruits, mieux nous allons apprécier les situations dans lesquelles on peut être poussé. Parce que vous savez, celui qui est bien instruit, il lui est plus difficile de céder facilement à la violence. Un peuple que à qui vous donnez les moyens de pouvoir s'instruire, il est plus intelligent et donc il ne cède pas forcément facilement à cela. Et il ne faut pas oublier non plus que ce qui se joue en Afrique n'est pas seulement une question de gouvernance aussi en tant que telle. Il y a aussi l'hégémonie que les puissances veulent avoir sur le continent. Et pour réussir pour eux, il est important de semer un peu le trouble entre nous et de voir dans quelle mesure, en soutenant X ou Y, ils peuvent quand même faire passer ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, il nous revient d'être intelligents. Nous, en tant que peuple, tout en nous révoltant contre la gouvernance de nos pays, à ne pas céder à accepter un soutien de quelque part, surtout un soutien armé, pour pouvoir chasser nos dirigeants. Donc, nous devons aussi refuser cela. Et les dirigeants aussi doivent comprendre qu'à un moment donné, lorsque nous disons que ça ne va pas, il va falloir s'asseoir, discuter et trouver les moyens d'endiguer un peu les crises. La question même de l'Union africaine, est-ce qu'elle ne vous paraît pas complexe dans la mesure où c'est une union qui ne se finance pas elle-même? Est-ce qu'elle peut avoir un poids dans la résolution des crises? Oui, c'est une question vraiment épineuse et pertinente à la fois dans la mesure où on ne peut pas créer une organisation, assumer le fonctionnement d'une organisation avec le financement d'autrui. Si on veut réellement une indépendance, je crois qu'il va falloir aller à l'autofinancement pour pouvoir se libérer des contingences, surtout des puissances étrangères, naturellement occidentales. C'est vrai qu'il y en a aussi des puissances orientales qui s'y mettent maintenant dans la danse, notamment la Chine et la Russie, surtout la Chine. Mais la Turquie. Il n'en demeure pas moins que l'Union africaine, pour se donner une certaine marge de manœuvre d'indépendance et de contrôle de ce qui se passe sur son continent, il va falloir s'autofinancer. Je crois que à peine moins de 10% de financement interne est tellement insuffisante pour pouvoir être à la risée du monde, être à la risée des puissances et qu'on vienne vous prendre la crise libyenne pour aller gérer en Allemagne. Donc il y en a tellement de choses qu'il faut éviter, mais je crois que il y a certains chefs d'État qui essaient d'émerger du lot en proposant des choses sérieuses à l'Union africaine. Le cas du Rwandais, il y en a aussi, mais c'est aussi la géopolitique continentale qui prime. Parce que les gens cherchent d'abord leur intérêt. Je prends le cas de l'Égypte, je prends le cas de l'Afrique du Sud, où les intérêts géopolitiques sont partagés entre des nations qui ne sont même pas du continent,
Je prends le cas de l'histoire de la Palestine et de l'Israël. Ça aussi, ça crée une fissure entre les pays du continent. Le cas du Front Polisario qui grince le Maroc et l'Algérie. Hein? Donc, il y a tellement de situations qui fragilisent l'Union africaine, parce que tant que vous n'êtes pas unis sur les mêmes idéologies, vous ne pouvez jamais défendre votre propre corporation, votre avenir. 20, 60 dont on parle, il va falloir y aller avec l'ASLEC et autres, mais comment s'y prendre pour d'abord régler les crises? Moi, je vois même qu'il y a plus de résolution de crises. Des crises ont été résolues, un temps soit peu. Ces 10 dernières années, en dehors de la crise, des crises de terroristes qui se fabriquent, qui se transportent de l'Occident vers nous, je pèse bien mes mots, je sais quand même qu'il y a une certaine... Certains chefs d'État l'ont dit hier, il n'y a pas une volonté de solidarité des autres pays vis-à-vis des pays du Sahel, surtout qui vivent actuellement le terrorisme. Et le risque, quand ça va embraser l'Afrique australe en allant vers l'Afrique de l'Est, c'est là que les gens vont comprendre que quand la cage du bas du voisin brûlait, on pouvait quand même mourir. Les dégâts éteindre le feu, comme disait Yalima. Comment on aide à régler des conflits, comme on le dit là, quand on est soi-même en difficulté, quand on a des problèmes à se financer, quand régler ces problèmes de financement est déjà l'objectif numéro 1, comment on peut aller régler des conflits armés? Le bâtiment qui a servi à cette réunion. C'est la Chine. C'est la Chine qui a donné, elle a mis des micros et tout ce qui se faisait là-bas sont écoutés par la Chine. Bon, si nos chefs d'État se sont rendus compte aujourd'hui que les guerres sur le continent constituent un frein pour le développement, on peut dire que c'est une bonne chose. Après 60 ans, ils se sont réveillés et ont pris une résolution. C'est bon. Comment les crises arrivent-elles? En Afrique, nous avons la population, nous avons des régions et autres. Et nos gouvernants, pour éviter les crises internes, il faut un développement avec la participation des populations, que nous appelons le développement inclusif. Il ne faut plus choisir certaines régions et laisser d'autres. Il faut tout faire pour combattre la pauvreté. Et si nous avons des adhésions au niveau du djihadisme au Sahel, c'est que ce sont les plus pauvres, les plus déshérités qui se sont adonnés à ce système, et voilà que ça évolue. Alors que s'ils avaient les moyens de survivre, de vivre, ils avaient tout comme cela se devait, ils n'allaient pas accepter ces genres d'offres. Ce qui veut dire que nos gouvernants doivent repenser la méthode de gouvernance. La bonne gouvernance, les fruits récoltés doivent profiter à toute la population, dans toutes les localités. Et l'Afrique a du retard au niveau de la santé, de l'éducation, tout ça. On a créé sur tous les toits le NEPAD. Qu'est-ce que le NEPAD a donné aujourd'hui? Si il y a cette rencontre d'Addis Abeba, moi je le dis haut et fort, c'est un grand pas. Il faut maintenant trouver les moyens de l'application. Parce que tout pays qui est en guerre a toujours une base arrière. Et ces bases arrière, c'est les pays limitrophes. Toutes les guerres que nous avons sur ce continent, ces rebelles ont toujours des bases arrière dans les pays voisins. Et c'est ce qu'il faut combattre. Chaque pays doit se dire aujourd'hui que, suivant la résolution qui est prise à Addis Abeba, nous devons tout et tout nous unir, comme ça a été le cas au Rwanda, au Burundi, en RDC, pour combattre les rebelles ougandais. Il faut certaines alliances des pays pour pouvoir combattre les rebelles sur tous les terrains. Si la force Sahel 5, Tchad, si ils ont les moyens financiers et matériels, ils peuvent vaincre ces djihadistes. Ils peuvent les vaincre. Ce qui veut dire que l'Afrique aujourd'hui a besoin de la stabilité pour son développement. Les pays francophones, ça fait 60 ans, ils sont indépendants, on est toujours dépendants. Et en dehors de la situation interne, il faut faire face à ces investisseurs extérieurs qui donnent armes, argent
pour défaire le pouvoir. Prenons le cas du Congo, de Lissouba. Un ancien chef d'État qui n'est plus au pouvoir a été soutenu par une firme internationale avec armes et hommes et ont défait Lissouba. Ce n'est pas une bonne chose. C'est la France. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, ce pas est à saluer et il faut que nos gouvernants sachent aujourd'hui qu'un nouvel appel est lancé et il faut mettre les moyens pour suivre ce processus jusqu'à son aboutissement. Mais quand on prend une organisation comme l'ONU, qui a énormément de moyens, qui a même une force d'interposition, qui a déjà des difficultés à résoudre les crises, comment une Union africaine qui n'a pas de force peut résoudre des crises? Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas attendre à trouver simplement les solutions à la résolution des crises. D'accord? Fiokou vient de le dire tout à l'heure. Oui, ils reconnaissent que les conflits, etc., ne nous permettent pas de nous développer. Mais qu'est-ce qui cause ces conflits? Pour moi, il faut un travail à deux niveaux. D'abord, nous avons déjà certains conflits, il faut en trouver des solutions. Mais en même temps, il faut commencer par travailler au niveau de la base, par l'éducation, par mettre les infrastructures qu'il faut pour que les uns et les autres puissent s'épanouir dans leurs pays respectifs. Et comme la situation est telle que lorsque la crise commence quelque part, vous, le voisin qui êtes un peu indifférent, vous pouvez être touché, vous devez pouvoir vous-même contribuer à relever un peu le niveau de vie de vos voisins, de telle sorte que vous avez un grand géant comme le Nigeria, par exemple. Vous avez l'Afrique du Sud. Je crois que ces pays-là ont des obligations aussi envers les autres, de telle sorte que le développement, même s'il ne sera pas au même rythme, soit tel qu'on voit émerger d'autres également. C'est vrai, il ne faut pas aussi perdre de vue que nous sommes sur un plan économique également, et que lorsque la case du voisin brûle, on est un peu content. Je ne peux pas vous mentir. Nous tous, nous savons que dans la crise ivoirienne, par exemple, le Togo en a profité au niveau du port de Lomé. Et ça veut dire que demain, excusez-moi, mais si on dit qu'il y a une crise majeure qui se déclenche à Lomé et que le port de Lomé ne peut plus servir l'Interland, vous verrez qu'il y a d'autres pays qui rapidement vont essayer d'absorber ce gap-là. Voilà un peu aussi des aspects dont il faut tenir compte. Maintenant, vous prenez par exemple un pays comme le Bénin. Le Bénin, habituellement, on n'entend pas trop qu'il y a eu tel commissariat qui a été attaqué, etc. Mais le samedi, si j'ai bonne mémoire, ou le dimanche, il y a eu une attaque. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une attaque djihadiste ou je ne sais pas, mais est-il qu'on a frappé un commissariat, on a brûlé un peu leur case de fortune qui leur sert d'abri, et il y a même un policier qui serait décédé dans des brûlures. Vous voyez un peu? Et ça, c'est juste au niveau de la frontière avec le Burkina. C'est à Kérémou, c'est juste au niveau de la frontière. Ça veut dire que nous devons réfléchir. Dans tous nos pays, nous devons réfléchir pour nous dire, eh bien, les pays dans lesquels les conflits sont déjà ouverts, il faut qu'on les aide à s'en sortir. Mais en même temps, les pays dans lesquels les conflits sont latents, ou bien dans lesquels il y a des comportements qui peuvent entraîner des conflits, il faut qu'on arrive à résoudre ces problèmes-là. C'est le cas de la Guinée, par exemple, et d'autres pays. Alors, si l'Union africaine véritablement veut travailler à résoudre ou à prévenir des conflits, avec tous ces conflits qu'on a sur le continent, elle passera tout son temps à ne faire que ça. Oui, au détriment du développement, malheureusement. Il a fait un développement qui est réel. Et je pense que j'ai l'impression que géopolitiquement, des puissances occidentales ou orientales ne veulent pas laisser l'Afrique connaître un développement l'essor, tant sur le plan économique que sur le plan industriel. Quand je prends le cas du coronavirus qui se produit actuellement en Chine, on vous dira que c'est un virus, sauf qu'il peut y aussi avoir une guerre économique à travers des guerres matérielles qui ne disent pas leur nom, pour fragiliser le grand concurrent et en plus faire une émergence spectaculaire. Et ça, c'est méchant. Maintenant, c'est la même méchanceté que je pense qui est orientée vers l'Afrique. On vous dira que pourquoi vous-même, vous ne vous débrouillez pas, vous accueillez toujours les étrangers.
Parce que c'est une question transversale. Il y a toujours des questions économiques, des questions de développement, il y a toujours des questions liées même aux raisons politiques, parce qu'il y a des questions d'intérêt. Le pétrole, il y a les mines, il y a tout ça. Il y a celui qui doit diriger le pays pour que je puisse trouver ma part de richesse à puiser. Donc c'est une question réellement transversale qui fait que l'Afrique est exposée à tout. On parle de la Turquie. Un continent qui est si riche. Tout le monde vient chercher à faire un partenariat. Donc je pense que depuis des temps immémoriaux, moi j'ai compris que après l'assassinat de Lumumba, l'assassinat de Thomas Sankara, après Nyobe qui a été aussi pratiquement assassiné. L'assassinat de Kadhafi. De Kadhafi, j'ai compris que on essaie d'éliminer les forces et les forces vigilantes et les comment vous les appelez, les yeux du continent pour pouvoir continuer la dominance qu'ils ont commencé depuis les années 1700 avec l'esclavage, tombant dans la colonisation et autres. Donc aujourd'hui, je crois que c'est une question de direction aussi, de dirigeants. Nos dirigeants doivent se réveiller, comme certains, même si lui aussi a on peut le prendre avec des pincettes, des gants. Je parle de Kagame. Il a au moins laissé une empreinte. Peut-être les Américains voudront bien le laisser faire le développement et en même temps être un modèle et que les autres pays qui sont sous le giron de la France puissent continuer pas à souffrir. D'accord. C'est la lecture que moi je fais de la situation africaine. Quand je prends par exemple le cas... On va partir pour la pause. De ce président de la FIFA qui est venu... Gianni Infantino. Sur la CAN. On part pour la pause et on revient dans 10 minutes. L'Afrique est...